La Citroën C5 a déjà depuis sa première apparition fait couler beaucoup d'encre sur son style, que certains jugent trop classique, d'autant que la marque au chevron nous a habitués à plus d'audace et d'originalité avec d'autres modèles, mais nous y reviendrons. Cette dernière étant attendue grande Citroën s'attaque à l'un des secteurs les plus concurrentiels du marché, celui des familiales. Elle aura donc fort à faire face aux Laguna, Mondeo, Passat et 406, déjà bien installés. Même si d'aspect elle ne tombe pas dans l'exubérance esthétique, seule la face avant en impose avec ses grands yeux transparents en amande et ses chevrons hypertrophiés. Un profil de monocore, un pare-brise largement incliné et un toit en arche, on retrouve un peu du Picasso. La C5 s'inscrit dans une nouvelle tendance d'automobile gratte-ciel, c'est-à-dire haute, comme l'est par exemple la Focus. Quoi qu'il en soit, la C5 ne manque pas d'atouts, l'auto possède d'énormes qualités, mais des qualités cachées, à commencer par l'impressionnante fonctionnalité de la malle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'un coffre, mais d'un vrai haillon. Ça, c'est pour faire plaisir à la clientèle française. En revanche, le dessin du coffre, c'est plutôt pour les Allemands. Et oui, car eux préfèrent les coffres au haillon. Celui-ci justement est gigantesque et n'a rien à envier à celui d'un break. Avec 456 décimètres cubes, il est de loin le meilleur de la catégorie. Autre point fort, son habitabilité. Très confortable à l'avant comme à l'arrière, l'assise a fait de très gros progrès par rapport à celle de la Xantia. Haute et large, la C5 ne propose pas moins d'espace habitable qu'une 607, pourtant plus longue de 25 cm. Avec une garde-toit généreuse, elle dépasse de 6 bons centimètres toutes ses rivales. La C5 sait donc accueillir. D'une présentation soignée et marquée, l'environnement intérieur a largement progressé. Mais nous ferons deux reproches. D'abord le faux bois, l'ersatz qui envahit la console et borde les contreportes est indigne d'une auto qui revendique un certain standing. Ensuite l'ergonomie générale est parfois compliquée et pas toujours appropriée. La C5 se positionne entre la Xantia qui va s'effacer progressivement et la XM. Il était donc logique que l'auto succède à la plus petite des deux mais par le haut, en offrant une richesse d'équipement à la hauteur des meilleures voitures de la catégorie. Seul le contrôle électronique de stabilité ESP n'est pour l'instant pas disponible et chez Citroën on est très fiers de dire qu'on peut s'en passer. Nous on pense, et la C5 en est la démonstration, qu'on peut avoir la meilleure tenue de route du marché sans ESP. Parce que nous avons une technologie, en particulier avec Hydractive 3, qui permet de le réaliser. Mais l'ESP sera en plus disponible, puisque c'est effectivement un argument de marketing, au moins dans certains pays. Cette suspension hydropneumatique est un véritable bijou technologique. Le confort reste bien sûr un chapitre choyé, indissociable des grandes berlines de la marque. Intelligente, elle s'adapte automatiquement en fonction du style de conduite et de l'état de la route. De ce fait, vous serez, comme je l'ai été, bluffé par le comportement de cette C5, indéniablement sécurisante. Agrémentée d'une direction précise à assistance variable et d'un freinage toujours aussi efficace, elle se joue presque de toutes les situations. La boîte ici à mode séquentiel est un peu lente, une broutille, et l'épais montant de la porte conducteur gêne la visibilité comme sur le Picasso. Le V6 210 chevaux emprunté au 406 et 607 est d'une grande souplesse, l'auto inspire la tranquillité. Sa commercialisation vient plus tard sur le marché que ses nouvelles concurrentes. Citroën nous avait déjà habitués à cette curieuse politique de vente avec le Picasso. Elle est en plus pas donnée, à équipement équivalent, une C5 réclame par exemple 20 000 francs de plus qu'une Mondeo. Reste le style, un critère essentiel qui ne fait pas l'unanimité, mais on y reviendra tout de suite après l'essai. Au chapitre des motorisations, la C5 décline 3 blocs essence, dont le très alerte 2 litres HPI à injection directe de 143 chevaux, une technique largement répandue sur les diesels. La C5 sera pourvue de 2 HDI de 110 et 136 chevaux. Très ciblée haut de gamme, elle offrira 3 niveaux de finition X, SX et exclusive. On retrouve en série dans les 3 l'ABS, l'aide au freinage d'urgence, les airbags frontaux, latéraux, rideaux et la suspension hydractive. L'antipatinage est proposé uniquement en option pour 2500 francs, l'allumage automatique des feux de détresse en option uniquement sur la version de base pour 3000 francs et le détecteur de sous-gonflage des pneumatiques n'est en série que sur la version exclusive. Enfin, les prix s'échelonnent de 142 à 209 500 francs.
Il n'y a pas d'équivoque, la C5 provoque des réactions sur son style. Certains la disent classique, voire banale, d'autres trop conventionnelle. Mais que se passe-t-il chez Citroën? On croyait la marque notamment avec le Picasso, original et plein d'attraits, capable à nouveau, comme par le passé, de coups d'éclat. La C5 nous fait malheureusement penser le contraire. On a un petit peu l'impression que c'est un enfant qui a dessiné cette voiture. C'est très simple comme schéma. C'est un petit peu triste pour Citroën, mais sans identification de marque, on pourrait penser que c'est une voiture, une grosse berline japonaise d'il y a 15 ans. Certains spécialistes du design Citroën expliquent même que l'auto va à contresens du dynamisme. Le fait d'avoir ces lignes qui sont plongeantes vers l'avant, me semble-t-il, est en contradiction flagrante avec l'idée du dynamisme. Un objet dynamique, ce n'est pas un objet situé de cette façon, et c'est si vrai que sur la DS de Flaminio Bertoni, toutes les lignes à partir du point haut du moteur qui est situé derrière l'essieu avant, c'est-à-dire la ligne de ceinture et la ligne de pavillon, vont en déclivité vers l'arrière. C'est-à-dire qu'au moment où elle démarre, elle semble décoller comme un avion, c'est-à-dire que la référence, le référent par rapport à l'aviation est singulièrement plus efficace ici que là. Là, elle freine, c'est un véhicule qui freine, alors que là, c'est un véhicule qui s'apprête à partir à toute vitesse. Alors pour quelles raisons Citroën a voulu opter pour cette architecture si particulière? Je pense que ces dernières années, Citroën a commis tellement d'outrances, tellement d'exagération dans le style qu'il a un petit peu rebuté la clientèle. Et il l'a reçu comme un échec d'une certaine façon. Et probablement que chez Citroën, on a pris l'option inverse, l'option de la discrétion bourgeoise, peut-être excessive, peut-être exagérée, mais c'est peut-être aussi le prix à payer pour se refaire une virginité vis-à-vis d'une clientèle assez conservatrice globalement. Et du côté de Citroën, comment argumente-t-on ce choix? Nous avons souhaité faire une berline classique puisque les acheteurs dans ce segment ne souhaitent pas d'ostentation, ils souhaitent une certaine discrétion au contraire. On pourrait souscrire volontiers à cette démarche si ses concurrentes directes, Laguna, Mondeo 406, avaient opté elles aussi pour une présentation classique. Mais c'est loin d'être le cas et ce parti pris de la concurrence n'empêche pas le succès commercial. Depuis une dizaine d'années, on évoque style, courbe, ligne, bref, design. Citroën a sans doute cette fois-ci souhaité privilégier son savoir-faire technologique à l'apparence pour prendre, comme la marque l'a toujours finalement fait, le contre-pied des tendances du moment, au risque de choquer. C'est réussi.